you, it makes me shallow. So I'm gonna stay out of the midnight shine against the night sky, fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the bright side. Stay out of the midnight shine against the night sky, fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the bright side. I'm gonna stay right on the bright side. I'm gonna stay right on the bright side. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est un honneur pour moi d'être votre maître de cérémonie. Et je tiens à saluer ceux qui nous regardent derrière la caméra et que nous attendions avec impatience de nous rejoindre. De fait, vous avez un certain nombre de vos camarades qui ne sont pas là pour cause de Covid. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de cocktail comme il y a habituellement. Mais le BDE me charge de vous dire que le gala, qui devait avoir lieu demain, sera reporté au 25 mars. Donc notez la date, le 25 mars. Alors vous êtes la promotion Besson. Besson, c'est un patronage intéressant puisqu'il s'agit de celui du fondateur de l'école. C'est en effet il y a 70 ans, enfin 1951, qu'il lançait l'école avec son amie Lisette Fanchon au sein même de l'ICP, dans ces locaux qui nous accueillent ce soir. Alors ça veut dire quelque chose, ce patronage, c'est tout d'abord dire de l'audace, car il faut imaginer ce que là, ce devait être de lancer la première école spécialisée en psychologie, et la seule encore officiellement reconnue en dehors de l'université, dans un paysage universitaire qui n'avait pas encore développé la psychologie. Ça veut aussi dire de la pratique, puisque dès le départ, la pratique était au cœur même de l'apprentissage de l'école. Et puis ça demandait d'être innovant, puisque dès le départ, le tronc commun psychosocial et psychoclinique a été très fort, et ça continue jusqu'à présent, puisqu'on a toujours nos RH qui sont là. Et puis, il est resté quand même directeur pendant plus de 40 ans, donc ça veut quand même dire aussi de la constance et de la solidité. Donc c'est ce que je vous souhaite dans votre avenir professionnel. Mais je dirais que votre promotion a aussi une autre qualité assez particulière, puisque vous êtes la promo crash test. Enfin, du moins, c'est comme ça que vous vous auto-appeliez, puisque vous avez expérimenté à la fois la semestrialisation des cours, les premiers séminaires de direction de mémoire, puis ensuite le parcours sur 2 ans qui remplace le format LND, du coup, qui remplaçait la spécialisation en 5e année. Mais vous y êtes adapté à chaque fois avec brio. Et également, vous êtes la génération Covid aussi, qui, à partir de mois d'octobre, en gros, a expérimenté ce que pouvait être l'enseignement à distance. Et donc, vous avez fait vraiment preuve d'une capacité d'adaptation hors norme. Et donc, avec ces 5 qualités, c'est tout ce que je vous souhaite pour votre avenir professionnel, de pouvoir les mettre en œuvre. Avant de passer la parole au président, je voulais d'abord que vous puissiez déjà vous remercier, et on peut déjà applaudir nos futurs diplômés. Et également tous ceux qui, tous les enseignants et toute l'équipe pédagogique qui vous a soutenu pendant ces 5 années. C'est également l'occasion de remercier Odile Ouatté-Frémont qui a organisé cette cérémonie. Je ne la vois pas, mais je crois qu'elle est dans la régie. Et si je vois le haut de sa tête, voilà, je la remercie. Ainsi que Sandra Petit-Demange et Marie-Françoise Serra.
Mais je propose aux futurs diplômés de se lever. Voilà. De mettre votre main droite sur le cœur. De regarder votre proche, ceux qui vous ont accompagné, et de les remercier. Vous pouvez les applaudir très fort et vous en supporter pendant 5 ans. Vous pouvez vous rasseoir, hein, et je laisse la parole au président du conseil d'administration, Alain Blanchet. Bien, bonjour, messieurs les directeurs, vice-recteurs, secrétaire général, chers étudiants, mesdames et messieurs. Après la prestation remarquable de monsieur Loyal, je vais dire des choses un peu plus sérieuses, mais bon, j'espère qu'elles elles vous intéresseront. Et avant toute chose, je veux rendre hommage au professeur Daniel Vidlecher, qui est décédé le 14 décembre 2021. Alors peut-être parmi vous connaissez, c'est un professeur de psychiatrie, qui était chef de service de psychiatrie à la Pitié-Salpêtrière, qui était président de l'association psychanalytique internationale, et pendant 15 années, président de l'école de psychologues praticiens, où il fut enseignant. C'était un monsieur très intéressant, très important, très grand chercheur, très grand psychiatre. Son œuvre est considérable, et parmi toutes les questions qu'il a traitées, il s'est particulièrement intéressé aux relations entre la psychologie et la psychanalyse. Il soulignait l'importance de l'apport escompté par le travail en commun de deux disciplines qui envisagent le même objet sous des angles différents et complémentaires. L'homme a-t-il deux âmes? Existe-t-il deux pensées étudiées par l'une et l'autre de ces perspectives, ou bien s'agit-il d'un malentendu, d'un défaut d'explication ou d'une histoire de croyance, de société ou de territoire? Je veux dire que maintenant, la situation s'est éclaircie, mais au moment où il était président, c'est-à-dire de 1995 à 2010, la situation n'était pas toujours très bonne, des relations entre, par exemple, la psychologie cognitive et la psychanalyse. Ça a changé. Il soulignait dans un de ses nombreux articles scientifiques le danger que courait une psychologie, par exemple, clinique, réduite à une pratique de soins, en ignorant la valeur inestimable des connaissances psychologiques, sociales, psychopathologiques, cognitives et développementales. Une pratique ainsi réduite au traitement des personnes, disait-il, pourrait bien, à terme, mettre en danger le statut même de psychologue, en réduisant l'écart entre la psychologie clinique et les thérapies complémentaires et alternatives qui prospèrent allègrement dans le champ des pratiques non médicamenteuses où le risque de dérive sectaire reste permanent. Et c'est précisément sur cette question de la dérive sectaire que je voudrais vous dire quelques mots. Je vais ici m'inspirer d'un article que nous avons rédigé avec mon ami le directeur, Jacques Arène, qui sera publié dans les Annales médico-psychologiques, et qui porte le titre « Le dévoiement de l'interaction thérapeutique ». Et au bout du compte, je crois que c'est un écueil qu'on rencontre dans la pratique psychologique, surtout clinique, mais pas uniquement, également en RH. Et au fond, c'est une question, cette question de dévoiement est relativement peu visible, et on rencontre ça dans des situations qui sont des situations qui ressemblent étonnamment à ce qu'on peut faire comme psychologue. La mission interministérielle de vigilance et de lutte des dérives sectaires, Miviludes, je pense que vous connaissez, très connu, mentionne avec de nombreux exemples que la psychothérapie constitue un mode privilégié d'entrée dans les sectes. Les méthodes psychologisantes sont ainsi très représentées dans les sectes, et mieux encore, le psychologisme semble faire bon ménage avec les théories sectaires. Le paradigme psychologique dominant qui inspire ces pratiques pernicieuses est le suivant. Toute maladie somatique est la résultante d'un choc psychologique intense et d'un conflit intérieur non résolu. Ce postulat, frappé au coin du bon sens, propagé par une presse ignorante et mercantile, est redoutable,
car il apparaît comme la solution à la question lancinante de l'origine de la maladie, pourquoi moi ? Que certaines maladies somatiques soient statistiquement occasionnées par des comportements nocifs, eux-mêmes corrélés à des états psychopathologiques ou des malheurs sociaux, n'implique nullement que toute maladie soit nécessairement causée par un état mental. Le psychologisme constitue donc une généralisation abusive et dangereuse dans le domaine de la santé. En rendant exclusivement responsable le patient malade ou son environnement social et familial, il le culpabilise et réduit sa capacité à faire face, tout en maintenant chez lui l'illusion qu'il peut reprendre la main par lui-même sur son destin. Ce postulat erroné de causalité psychique a conduit certains thérapeutes à inventer des faits, aux États-Unis en particulier, et à en persuader leurs patients. Ces patients auraient subi des maltraitances dans leur enfance qui seraient à l'origine de leur pathologie. Ainsi, aux États-Unis, dans les années 85-90, des dizaines de milliers de patients ont été amenés à imaginer des traumatismes pour expliquer leur syndrome de personnalité multiple, j'ai mis ça entre guillemets. Les conséquences délétères, juridiques, sociales et familiales furent très impressionnantes car il s'agissait évidemment de fausses informations. Mais ce postulat conduit à une seconde conséquence logique. Le patient est non seulement la cause psychologique de sa maladie, mais de ce fait le seul qui puisse se guérir. Il s'agit là d'un principe qui touche de nombreuses thérapies complémentaires et alternatives. Le principe d'auto-guérison. Ce principe n'est pas directement impliqué dans le processus d'emprise sectaire, mais sous certaines conditions, il peut l'être. L'auto-guérison implique une participation active du patient, une confiance totale dans son thérapeute, un mode de communication hors du commun. C'est le propre des dispositifs de soins par la parole. Mais c'est également cette configuration sur laquelle se greffe parfois la relation pernicieuse de l'emprise. En fait, ce type d'emprise thérapeutique est d'autant plus efficace qu'elle mime la collaboration et une forme d'alliance thérapeutique dans lesquelles le thérapeute pédagogue accompagne le patient dans la découverte et la résolution de ces conflits qui seraient à l'origine de toutes ces difficultés. Cette dimension autoritaire implicite, déjà présente dans l'Antiquité, est bien loin de ce que Platon évoquait comme la médecine des hommes libres, accompagnant le sujet dans son chemin de restauration et le disposant au fait de désirer guérir. Le principe d'auto-guérison présuppose que le thérapeute donne en quelque sorte la main, au sens du jeu de cartes, au sujet patient, ce qui d'ailleurs le place en position de sujet actant. Ce processus est assez bien défini dans les dispositifs psychothérapeutiques. C'est un processus qui est courant et qui est parfaitement légitime. Le sujet étant considéré comme le seul à avoir un accès possible à son histoire de vie, ce qui est vrai, le dispositif l'amène à découvrir lui-même les pièces du puzzle qui lui manquaient pour comprendre son problème. Pour atteindre ce but, la coopération du sujet est essentielle, et ceci présuppose une alliance assez vite ressentie par les deux parties dans la relation. Cette alliance s'accompagne de l'émergence d'affects et de représentations spécifiques. Ce sont principalement 1. L'élection affective du thérapeute par le patient, avec lequel il partage une certaine intimité. L'émergence d'une image idéalisée du thérapeute qui a un mode de communication très particulier, curieux, par exemple, il ne répond pas nécessairement à toutes nos questions. Et puis ça suppose aussi un acte d'adoption, comme le disait d'ailleurs Daniel Vidloché, c'est-à-dire qui rend compte de la fonction parentale des praticiens et qui développe chez les patients un sentiment d'attachement. Le but de cette procédure énonciative est donc de rendre le patient sensible à cette partie de lui-même qu'il doit conquérir pour échapper à ses tourments. C'est pour autant que le patient reconnaîtra cette parole prononcée par le thérapeute comme étant en dernière instance la sienne qu'il pourra surmonter les idées fixes, pour reprendre le terme de Pierre Janet, que nous aimons beaucoup dans cette école, qui freine sa guérison. Cette nécessaire adhésion se nomme alliance. Entre une saine alliance respectueuse du patient et une dérive manipulatrice du positionnement thérapeutique, la distance est difficile à évaluer et suppose une exigence du thérapeute et des institutions qui le légitiment, comme celle-ci.
La suspension du jugement du clinicien, son abstinence physique et mentale et l'effacement de son modèle thérapeutique derrière la réalité vivante de la relation garantit l'efficacité de la thérapie. L'éthique permet au sujet de conquérir une certaine vérité de soi, on peut mettre ça entre guillemets. Cette vérité a souvent été comprise comme un élargissement des capacités du moi, une victoire sur ce qui sous-tend ses fonctions, c'est-à-dire débouche sur un état mental qui est l'exact contraire de ce que réalisent les dérives sectaires. C'est ce type de relation thérapeutique, orientée vers l'autonomie du patient, éminemment positive et reconstituante, qui se trouve détournée de son but et utilisée pour son unique intérêt par l'instigateur et le manipulateur de cette situation intersubjective. Dans ce cas s'établit un processus d'influence qui détruit, qui utilisera cette élaboration conceptuelle du patient pour l'installer dans une croyance extérieure à lui-même, croyance qu'il endosse pourtant et qu'il ressent comme venant de lui-même. On perçoit maintenant que l'imposteur thérapeute pratique ce que les zoologues nomment le mimétisme agressif, en comparant cette stratégie à un loup déguisé en mouton. Dans cette relation intense, vécue dans la confiance, l'affectivité et le sentiment de protection, l'imposteur copie le processus thérapeutique pour mieux établir sa domination sur le patient fragilisé. Par cette stratégie mimétique, le porteur du système sectaire apparaît à sa victime comme susceptible de le soigner et de l'aider en imitant les procédures thérapeutiques efficientes reconnues. La contagion de ces théories fantaisistes et dangereuses condamne le sujet à croire en un monde qui le coupe de sa réalité et qu'il endosse, toujours ce mot, comme la seule forme de pensée qui explique sa détresse et justifie son asservissement à la domination d'un autre. Cette situation se nomme emprise. L'emprise consiste à neutraliser le désir d'autrui, à ramener l'autre à la fonction et au statut d'un objet entièrement assimilable, objet qui, comme le note Michel Schneider, ne dirait plus que ceci, « il pense, donc je suis ». L'emprise consiste à neutraliser le désir d'autrui, à ramener l'autre, etc., je viens de le dire. Ainsi, ces pratiques dangereuses nécessitent d'établir des barrières solides contre elles dans le champ de la santé. Dernière page, demi-page. Un des meilleurs moyens de lutter contre ces pratiques dans le champ de la santé consiste à développer des dispositifs de formation de formateurs s'engageant à animer eux-mêmes des formations. C'est la meilleure façon qu'on puisse avoir de répandre d'une manière presque exponentielle une formation. Dans ce champ de la santé, cette question du risque de dérive sectaire se pose d'une manière différente selon que l'on est médecin ou associé, avec ou sans connaissance des thérapies non conventionnelles, ou encore thérapeute pratiquant l'une ou l'autre des médecines complémentaires et alternatives. Nous avons le projet de mettre en place un enseignement universitaire sous la forme d'un DU dans notre école qui permettra de sensibiliser et d'informer ces différents professionnels sur ces dérives. Et pour mettre en place cet enseignement, nous nous inspirerons des formations à la prévention du suicide initiées au Québec par Monique Seguin et en France par Jean-Louis Thérat. Jean-Louis Thérat est professeur de médecine à Lyon et qui ont montré leur efficacité. Ces enseignements consisteront à former des formateurs qui, à leur tour, ce que j'ai déjà dit, permettront d'accroître exponentiellement et expansionnellement aussi la vigilance des professionnels quant à ce danger sectaire dans le secteur de la santé et de l'éducation. Alors, bien sûr, ce que je dis maintenant, ça fait un peu sérieux, ça fait un peu peur dans ce moment au fond de liesse et de bonheur pour tous, mais je crois que c'est le moment, parce que vous êtes à l'aube de votre profession, du métier que vous allez avoir, et vous allez rencontrer bien sûr des difficultés, comme Ulysse dans son long voyage, et je crois que c'est le moment de spécifier un peu, pourquoi pas, ce type d'écueil, il y en a bien d'autres, vous en trouverez bien d'autres, mais celui-ci est particulièrement, répandu, peut-être même du fait des pratiques psychologiques qui semblent se développer dans ces temps d'incertitude sanitaire. Voilà, je vous remercie. Non, il n'y a pas de questions. Je retiens que, effectivement, la formation continue, maintenant que vous allez être diplômé, vous pourrez suivre des formations continues au sein de l'EPP. Vous pouvez en attendre encore un petit peu, mais
Mais vous pourrez revenir, on sera heureux de vous accueillir. Alors, l'EPP est né au sein de l'ICP. C'est pourquoi je vais passer la parole au vice-recteur à la stratégie et au développement économique de l'ICP, M. Alexandre Scagion, qui derrière a une contrainte personnelle, donc il va tout de suite après nous quitter. Je vous demande de l'applaudir. Je vous remercie, mais vous applaudissez avant le discours. C'est peut-être mieux. J'espère que vous applaudirez aussi après. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Madame la Présidente, chers enseignants, élèves, familles et diplômés. Pour la deuxième année consécutive, j'ai la grande joie de me trouver parmi vous pour la remise solennelle de vos diplômes. J'en profite pour excuser l'absence du recteur de l'Institut catholique de Paris, le père Emmanuel Petit, qui m'a dit de vous communiquer toutes ses félicitations et de vous dire combien il se réjouissait avec vous de ce beau moment. Une cérémonie de remise des diplômes est toujours une cérémonie dont chaque rouage répond à un rituel précis, où chaque geste possède une signification, où chaque vêtement renvoie à un rituel parfois séculaire. Derrière cette mécanique bien huilée, dont le maître de cérémonie est le garant, se cache pourtant plus qu'une solennité rigide et désuète. Nous le savons, la remise des diplômes consacre un parcours souvent long, parfois laborieux, additionnant des déconvenues, tout autant que de brillantes réussites. Un parcours tendu vers l'objectif de transformer ce qui sommeille en nous, peut-être comme un désir, en tout cas toujours comme un appel à discerner et affermir sa vocation. Se remémorer tout ce cheminement au moment même de recevoir le parchemin qui le matérialise a ceci de très beau que nous sommes conduits à jeter un regard sur notre propre croissance, sur l'épanouissement de notre être. L'école des psychologues praticiens, votre alma mater, c'est-à-dire votre mère nourricière, a précisément nourri cette croissance. Elle a solidifié, au fur et à mesure des années, les motivations qui vous ont poussé à choisir cette belle profession de psychologue. Elle a été le terreau d'une construction académique, personnelle, relationnelle et civique. Vous pouvez en tirer une légitime fierté, non une fierté qui se réfère à une conscience démesurée de votre supériorité, non une fierté écrasante et intempérante, mais bien une fierté qui invite à la hardiesse, au courage et à l'intrépidité, comme l'indique un des sens premiers du mot fierté. Ainsi, soyez fiers d'être des diplômés de psychoprates, car votre école n'a pas volé sa réputation. Elle cultive ses champs d'excellence dans un authentique esprit d'écoute de la personne humaine, dans une attention où l'éthique ne se réduit pas à des incantations ou à des formules qui sentent le slogan. Nous partageons, École des psychologues praticiens et Institut catholique de Paris, cette même dynamique, cette même visée. Quoi d'étonnant, puisque depuis la création de votre école sur le campus de l'ICP, les liens sont nombreux entre nos deux établissements. Ces liens sont bien sûr institutionnels, puisque les parchemins que vous allez avoir entre les mains sont les diplômes de l'Institut de psychologie pratique de l'Institut catholique de Paris. Ces liens institutionnels sont aussi concrets et décisifs pour le fonctionnement de votre école. Le recteur de l'Institut catholique de Paris est vice-président de droit du conseil d'administration de l'EPP. Quant au directeur général, celui-ci siège au sein du conseil d'université de l'ICP. À ce titre, nous partageons une même charte de valeurs à laquelle adhère l'ICP et ses 10 écoles associées. Cette charte se fonde sur 3 verbes qui, me semble-t-il, font un formidable écho aux enseignements que vous avez reçus. Accueillir, innover, construire.
Déplaçons-nous toutefois de l'histoire et de l'institutionnel pour nous porter vers le cœur de la mission de nos établissements, l'enseignement et la recherche. Des professeurs de psychoprate ont ainsi rejoint en qualité de membres l'unité de recherche de l'ICP, intitulée « Religion, culture et société ». Leur présence est emblématique de l'interdisciplinarité de la recherche. Non pas une interdisciplinarité qui en viendrait à nier la maîtrise poussée de l'épistémologie propre à chaque discipline, mais une interdisciplinarité qui se conçoit comme un chemin parcouru avec une autre discipline que la sienne pour cerner de plus près son objet de recherche. Ce croisement disciplinaire, source de grande fécondité au sein des pôles de l'unité de recherche religion, culture et société, participe à une recherche en prise avec les enjeux contemporains. À ma grande satisfaction, alors même que l'ICP se situe dans un vaste processus de refonte des pôles de son unité de recherche, les questions liées aux soins, à la fragilité, à la vulnérabilité font l'objet d'initiatives coordonnées de la part d'enseignants de l'ICP et de l'EPP. La recherche irrigue bien sûr l'enseignement, et l'enseignement conditionne la recherche. Dans une université comme l'ICP et dans une école associée à un établissement universitaire comme l'EPP, l'enseignement et la recherche ne sauraient être dissociés. Pour reprendre le vocable des agences d'évaluation de l'enseignement supérieur, il convient que les formations soient adossées à la recherche. Là aussi, en matière de formation, de fructueuses collaborations existent entre l'ICP et Psychoprate. Je cite ici l'intervention de professeurs de l'ICP à Psychoprate et réciproquement de professeurs de Psychoprate à l'ICP dans des cours ou dans des séminaires. Pour des institutions d'enseignement supérieur, la circulation des idées est indispensable, mais le cadre amical que permet ces rencontres est tout aussi important. La recherche et l'enseignement supposent que le savoir ne soit pas une accumulation de données, un simple observatoire de pratiques ou de résolution de problèmes, mais un échange stimulé par un respect et une curiosité pour les avancées des uns et des autres dans les chemins de la connaissance. Je voudrais encore faire mention d'une collaboration qui me tient particulièrement à cœur et que je considère comme une des plus abouties. Il s'agit de l'espace d'accueil psychologique, EAP, qui, depuis plusieurs années, se trouve sur le campus de l'ICP. Il est animé par des étudiants stagiaires de 5e année de Psychoprate. Je pense peut-être que certains, et je ne reconnais pas avec chapeau et masque, c'est difficile, je pense même que certains sont ici ce soir dans cet auditorium. Je les félicite, leur dis toute ma fierté et les salue, d'autant plus chaleureusement que l'espace d'accueil psychologique est piloté par la délégation à la vie du campus rattachée à mon vice-rectorat. Permettez-moi également de mentionner Madame Lorraine Gravreau, qui assure la supervision quotidienne de l'EAP. Son accompagnement est extrêmement précieux et à plusieurs reprises, ses conseils et ses avis ont rendu un service inestimable dans la gestion de cas difficiles. Depuis plusieurs années, l'espace d'accueil psychologique appartient au paysage de la vie du campus de l'ICP, et heureusement, car nous savons à quel point la communauté étudiante est éprouvée par la crise et les contraintes sanitaires qui pèsent sur elle. Des contraintes sur les parcours académiques, mais pas seulement. Des contraintes qui ont aussi de fâcheuses répercussions sur les relations amicales, familiales, mais aussi professionnelles pour les étudiants qui travaillent en même temps que leurs études. L'espace d'accueil psychologique accompagne au quotidien nos étudiants par le biais de consultations et de suivis personnalisés. L'élaboration d'enquêtes de santé mentale permettant la mise en place d'actions pour établir les liens sociaux, amicaux et affectifs sont une nécessité pour un retour ou un maintien à la vie normale sur un campus. Ce projet s'inscrit dans la création
dans le projet de création aussi d'une clinique universitaire de psychologie dont l'EAP serait la matrice. Psychoprate s'y prépare activement. Quant à l'Institut catholique de Paris, ce projet s'inscrit lui aussi résolument dans la dynamique enclenchée autour d'une filière santé que je m'efforce de faire émerger dans le cadre d'Universitas, le plan stratégique de l'ICP. Un peu plus haut, je parlais de votre légitime fierté d'être diplômé de Psychoprate. Mais cette fierté, que j'ai définie comme hardiesse et intrépidité, se doit aussi d'engager à la responsabilité. Vous êtes psychologue. Vous avez donc en charge des âmes humaines qui s'ouvrent à vous, qui s'ouvrent devant vous. Vous avez un rôle social éminent que l'inquiétude et l'angoisse liées à la crise sanitaire ne fait qu'accroître. Un rôle que je vous souhaite, relié à une vocation et non à une fonction. Pour reprendre en effet les mots du philosophe Gabriel Marcel, nous vivons, je cite, dans un monde où le fonctionnel triomphe sur tous les plans et où le sens de l'être est presque obligatoirement oblitéré. Il nous faut donc redoubler de vigilance pour ne pas devenir une fonction, un rouage d'une grande machinerie. L'allusion que je viens de faire à Gabriel Marcel, je la tire d'un de ses textes emblématiques sur l'inquiétude humaine. Et c'est en le citant que je voudrais conclure mon propos, car il semble bien que sa lucidité sur le monde contemporain nous invite à le relire. Je cite. « Si l'homme est essentiellement un voyageur, c'est qu'il est en route, comme le dit un de mes personnages dans L'Émissaire. » Gabriel Marcel était philosophe et écrivain, créateur de pièces de théâtre notamment. Donc si l'homme est essentiellement un voyageur, c'est qu'il est en route, comme le dit un de mes personnages dans L'Émissaire, vers une fin dont on peut dire à la fois et contradictoirement qu'il la voit et qu'il ne la voit pas. Mais c'est bien l'inquiétude qui est comme le ressort interne de cette progression. Et quoi qu'en disent ceux qui, au nom d'un idéal technocratique, prétendant la proscrire, l'homme ne peut perdre cet aiguillon sans s'immobiliser et mourir. Sans doute accordera-t-on volontiers, il est vrai que même le progrès technique suppose une certaine stimulation de cet ordre, et c'est incontestable. Mais ce que nous avons à rappeler au nom d'une exigence plus haute, c'est que ce progrès technique, quel qu'il soit, ne peut pas se suffire à lui-même, et qu'il dégénère en un jeu dérisoire s'il ne reste pas suspendu à l'affirmation d'un règne de la charité qui assure en des conditions, d'ailleurs bien imparfaitement représentables, cette unité de tous en tous, dont ce que la théologie chrétienne appelle le corps mystique, nous présente comme la seule notion susceptible de nous combler, je dirais même de nous désaltérer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vu l'heure, je pense qu'on va vous libérer par rapport à vos contraintes. Pardon ? Merci. Je vais passer la parole alors à Jacques Herren pour ce qui va être probablement sa dernière remise des diplômes. Donc je vous demande quand même puisque vous devez le savoir, il part à la retraite bien méritée, et je vous demande de l'applaudir très fort. Merci bien. Donc, il ne faut pas toucher au micro, je n'y touche pas. C'est ce qu'on nous dit. Que dire de plus après ces beaux discours, qui d'ailleurs se rejoignent, des discours qui se rejoignent, chers amis. Alors, je ne cite pas tout le monde, mais chers amis, aussi bien de l'équipe de direction du CA, de la présidente des alumni, les parents, les diplômés, bon, tous ceux qui font la communauté Psychoprate. C'est vrai que ces discours se rejoignent dans plusieurs éléments. Ce que dit Alain Blanchet sur la dérive sectaire, c'est-à-dire au fond, les psychologues peuvent être un peu les veilleurs
qui amènerait des points de vigilance par rapport à une psychologisation, une technicisation de la société où la psychologie, au fond, serait utilisée comme un outil comme un autre, et un outil qui pourrait être du côté de l'asservissement. Donc il y a une dimension réflexive, de prise de recul que les psychologues peuvent porter, et peuvent porter même vis-à-vis d'autres professions de santé, qui me paraît très important, notamment, on parlait de la formation continue, notamment par rapport au développement de la formation continue à Psychoprate et à la manière dont nous pouvons faire de la formation continue pour les psychologues, mais aussi pour d'autres professions, et d'autres personnes qui pourraient bénéficier d'une approche psychologique. On voit bien que le vice-recteur Scagion aussi a évoqué beaucoup cette idée d'un monde formaliste, techniciste, qui est peut-être le danger de beaucoup de professions, mais aussi de la profession de psychologue, de ne pas tomber dans une instrumentalité ou une technicité trop importante qui cacherait effectivement le côté beaucoup plus complexe qui consiste à se former en étant transformé. Donc ces éléments se rejoignent, et je conclurai à ces discours, je dirais, enfin il y aura d'autres discours qui vont être faits, mais peut-être que vous intervenez. Je dirais un peu, au fond, j'énoncerai un peu ces éléments autour de la transformation que constituent vos études. On a récemment eu, avec des enseignants de Psychoprate, parce que les enseignants de Psychoprate réfléchissent beaucoup sur la pédagogie, un groupe de travail, un workshop, comme on dit aujourd'hui, entre enseignants, pour évoquer la meilleure manière de transmettre une visée réellement intégrative de la psychologie à nos étudiants, c'est-à-dire une visée qui tienne compte des différents courants de la psychologie qu'a énoncé le président Blanchet, et qui n'en rendent pas compte d'une manière empilée comme un millefeuille, mais qui en rendent compte d'une manière, je dirais, épistémologique, où on rend compte des modèles en montrant un peu comment ils s'articulent ou ils ne s'articulent pas. Et comment vous pouvez effectivement exister par rapport à ces modèles et à y réfléchir. Donc dans ce workshop, on a eu le droit à cette idée, on a beaucoup parlé du fait que le psychologue ne se forme pas seulement dans l'acquisition de savoir, ce qui a été dit plusieurs fois ce soir, mais aussi en se transformant lui-même. Et ça, je crois que c'est sur cet aspect-là que je voulais insister. Je pense que vous arrivez ce soir, et que probablement depuis 5 ans, vous vous êtes transformé. Alors peut-être tout simplement parce que vous avez vieilli, comme nous tous, mais peut-être aussi parce que vos études vous ont aidé à vous transformer. L'acquisition d'un savoir peut demeurer purement virtuelle. Il faut aussi pouvoir s'emparer de ce savoir et le faire sien. Et dans cet atelier, un de nos enseignants-chercheurs, puisqu'on parlait des enseignants-chercheurs de Psychoprate, qui s'appelle Éric Binet, qui est un enseignant-chercheur nouvellement recruté, qui justement est quelqu'un qui est très équilibré dans son regard sur les différents courants. Il nous a fait un exposé modeste et profond, et il citait Montaigne, qui dans ses essais évoquait un type d'acquisition expérientielle du savoir. Alors c'est un joli passage de Montaigne. Il évoquait la production du miel. Comment on fait le miel? Comment les abeilles font le miel? Alors voilà ce qu'il disait. Les abeilles butinent de ça, de là les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur. Ce n'est plus du thym ni de la marjolaine. Ainsi, les pièces empruntées d'autrui, il les transformera et confondra. Alors quand il dit il parle de l'apprenant, là, il passe des abeilles à l'apprenant. Il les transformera et confondra pour faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement. C'est-à-dire qu'il transformera un certain nombre de savoirs divers pour en faire un jugement personnel. Son institution, son travail et étude ne visent qu'à le former. Et donc ce n'est pas uniquement une acquisition, mais aussi une formation intérieure qui est presque comparée à la digestion. C'est-à-dire que le miel, c'est au fond une forme de digestion des abeilles. Donc c'est une métaphore d'une élaboration, d'une alchimie complexe que nous essayons de soutenir à Psychoprate et que vous avez vécu. En tout cas, je l'espère pour la plupart d'entre vous.
Elle suppose le passage, ce qu'on dit souvent hein, chez les psychologues ou chez les philosophes parfois, en position méta, c'est-à-dire la nécessité de se situer comme au-dessus, pour mettre en tension les modèles et les manières de voir, comprendre leur épistémologie et leur filiation. Et les filiations, c'est important de voir d'où viennent, comment la psychologie s'est constituée, comment les différents courants, et d'où ils viennent, même d'une manière plus lointaine que le XIXe siècle, où ont émergé les différents courants de la psychologie. Il y a des filiations beaucoup plus anciennes. Certains disent, par exemple, que le stoïcisme, bien avant le christianisme, a été un élément de filiation important, un grand ancêtre de la psychologie, de l'approche de la psychothérapie. Donc, en bref, nous avons essayé de vous aider, vous, étudiants, à faire votre miel de ce qui pourrait, dans certains cas, paraître chaotique. Et dans les dérives sectaires qui ont été évoquées, il y a parfois cette dimension chaotique parce que cette dimension-là n'a pas existé. Notre modèle du devenir psychologue n'est au fond que l'application de la vraie visée de l'université dans cette dimension humaniste. Ce n'est pas seulement les psychologues, mais même si les psychologues représentent peut-être quelque chose d'encore un élément encore plus important de cet aspect-là parce qu'il y a une transformation personnelle qui est suscitée. Alors, on vous a rappelé plusieurs fois que Psychocrate existe depuis plus de 70 ans, que l'abbé Besson l'avait créé ici, qui fut l'un des fondateurs avec Lisette Fanchon, et que c'est à l'ICP qui veut bien nous accueillir, que nous remettons ces diplômes, et je crois que c'est important de pouvoir le faire. Bon, l'ICP a beaucoup évolué, Psychocrate aussi, bien sûr, mais le lien demeure. Mais cette suite des générations formées par Psychocrate représente quelque chose d'important, qui est le fait que pas mal d'intervenants à l'EPP sont des anciens, venant offrir leur expertise à nos étudiants. Certains enseignants-chercheurs aussi sont des anciens. Donc on n'a pas recruté que des anciens, mais on a pensé que d'avoir des anciens de Psychocrate dans l'équipe d'enseignants-chercheurs, c'était important parce qu'il y a un esprit de la maison qui était représenté. Et ce qui constitue aussi, on parlait de filiation, une forme de transmission de ce que j'entendais encore récemment dans une réunion, de deux anciens de Psychocrate, mais des très anciens, si je puis dire, disaient de l'âme de Psychocrate, comment conserver l'âme de Psychocrate, notamment un ancien président du CA qui disait qui nous demandait, notamment quant au choix de mon successeur, qui nous demandait de garder l'âme de Psychocrate. En ces presque 5 années où j'aurais dirigé Psychocrate, il me semble avoir saisi quelque chose de cette âme. Je disais tout à l'heure qu'au fond, la formation des psychologues rejoint la vérité du modèle humaniste de l'université. Je puis, en ces lieux, citer un universitaire célèbre qui était aussi cardinal, qui s'appelait Henry Newman, qui a écrit un livre remarquable qui est en fait une suite de conférences qui s'appelle « De l'université ». Donc, où il essaie d'exposer, selon lui, quel est le but de l'université. Et alors, à son époque, mais je trouve que sa position est tout à fait intéressante, tout à fait moderne. Alors, je le cite. « L'éducation universitaire se propose-t-elle de prodiguer des informations et des connaissances ? Point d'interrogation. De rendre experts dans certaines techniques et certains métiers particuliers ? Point d'interrogation. De faire progresser au plan moral ? Point d'interrogation. Ou poursuit-elle quelque chose d'autre que ces 3 fins-là ? Alors, il propose des choses tout à fait honorables, transmettre des savoirs, faire progresser au plan moral, acquérir des techniques, donc des savoir-faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus que peut proposer l'université ? Alors, il évoque aussi, c'est là que je rejoins ce qui a été dit, la notion d'élargissement de l'esprit. Il dit qu'au fond, l'université ne doit pas seulement être dans ce registre d'acquisition, mais d'élargissement de l'esprit. Cela suppose, affirme-t-il, que ce que nous avons acquis, alors je le cite toujours, devient subjectivement nôtre. On parlait du miel tout à l'heure. Ce que nous avons acquis devient subjectivement nôtre. Que nous l'avons donc digéré ou assimilé, que nous avons fait notre miel, pour donc parler toujours de Montaigne. Et Newman poursuit, et il dit cela, il dit « Une grande intelligence est celle qui a une vue synthétique ». Vous voyez, donc il a fait son miel, la grande intelligence a fait son miel. Alors, évidemment,
Voilà, moi j'ai 65 ans, j'en suis pas encore tout à fait là. Mais on peut imaginer qu'on puisse être dans ce essayer d'aller vers ce registre-là. Celle qui a une vue synthétique de l'ancien et du nouveau, du passé et du présent, de ce qui est éloigné et de ce qui est proche, et qui a l'intuition de l'influence de l'un sur l'autre. On ne demande pas de tout savoir sur l'influence de l'un sur l'autre, mais d'en avoir l'intuition. Tout est dit en ces quelques mots. Je vous souhaite donc de ne pas empiler les savoirs, parce que vous allez continuer à faire des formations, donc de ne pas empiler les savoirs, mais de savoir avec discernement, vous laisser saisir par la pensée personnelle et collective en mouvement, de vous laisser transformer tout en demeurant réflexif, c'est-à-dire de discerner. On ne peut pas se laisser saisir par n'importe quoi. C'est une vertu d'ouverture qu'on a essayé de vous aider à acquérir pendant ces quelques années, réclamant une certaine prudence. On parlait des dérives sectaires, il faut que cette dimension de prudence soit importante. Il faut être ouvert et prudent. C'est la vertu qui était énoncée par Aristote quand il parlait de la phronésis. La phronésis, c'est la prudence d'Aristote, qui est une vertu de l'intelligence qui sait choisir et discerner. Donc l'intelligence n'est pas seulement une compétence, mais elle doit savoir choisir et discerner. Cela suppose aussi du courage. C'est des choses qui vous ont été dites aussi. Donc c'est intéressant de voir combien les choses, les pensées peuvent se faire écho. Celui de ne pas se laisser trop vite saisir par les pensées à la mode. Il y en a, en psychologie comme ailleurs. Et les techniques dont on dit qu'elles marchent. Mais d'y réfléchir, de prendre le temps de la formation et de reconnaître ce qui tient la route, ce qui est validé par l'histoire. Je vous remercie. Alors, nous avons parlé de secte. C'est vrai que dans quelques minutes, vous allez être diplômé et vous allez pouvoir intégrer la secte des alumni. Je vais passer la parole à la gourou, à la présidente des alumni, Irène Ducroiset. Bonjour, merci à l'école de me donner l'opportunité de présenter l'association des alumni. C'est toujours avec une certaine émotion que je reviens dans ces lieux que j'ai fréquentés pendant 5 ans. Et c'est la 2e année. Je suis très heureuse aussi d'être reconnectée avec l'école et les étudiants. Alors, je ne vais pas faire un discours aussi élevé que les personnes qui m'ont précédé. Ça sera beaucoup plus prosaïque. Mon objectif aujourd'hui est de vous présenter en quelques mots l'association et pourquoi elle existe et ce que nous faisons. Donc, l'association dont vous avez déjà entendu parler, j'en suis sûre, est l'association de psychologues la plus active en France depuis la création de l'école en 1951. Nous sommes une association forte d'une communauté de 4800 diplômés en France, voire même un peu plus, et nous nous efforçons en permanence d'influencer les instances de décision, et Dieu sait que c'est d'actualité aujourd'hui, notamment, bien sûr, publiques et administratives, autour tant de la protection de la profession de psychologue que des personnes qui bénéficient de la psychologie. Voilà, et nous nous mobilisons auprès des anciens, donc de vous bientôt, pour toujours valoriser nos diplômes, les diplômés et leur succès. Alors aujourd'hui, vous allez être diplômé, donc vous dites, vous allez avoir envie, si je me projette un petit peu 30 ans avant, de prendre de la distance avec l'école et de dire, bon maintenant, ça y est, j'ai fini, je pars travailler, ouf. En fait, au bout de quelques temps, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose qui vous manque. Et finalement, c'est ce que j'entends de personnes qui se connectent avec l'association et qui disent « Mais finalement, c'est vrai qu'il y a une âme dans cette école et on a envie finalement de continuer à entrer en relation à plus ou moins, avec plus ou moins d'importance ou de temps accordé. Mais voilà. » Donc, pourquoi sommes-nous là ? D'abord, nous accompagnons les étudiants qui vont sortir de l'école, pour ceux qui en ont besoin, dans l'élaboration de leur projet professionnel.
Ensuite, nous accompagnons tout au long de la carrière des diplômés les personnes lors d'ateliers, de groupes de travail ciblés, d'entretiens individuels. Nous avons un large panel d'offres d'emploi en France comme à l'international. Nous travaillons vraiment sur tout ce qui est transmission et partage de connaissances et de compétences avec des mises en relation, des mises en réseau, du mentorat, des masterclass, des intervisions. On se rend compte au fur et à mesure qu'on avance dans la vie professionnelle, finalement, que c'est pas mal d'échanger avec des collègues, des pairs, etc., sur des pratiques, sur des interrogations. Nous travaillons sur la création de services aussi qui peuvent améliorer la visibilité des professionnels des alumni. Et enfin, nous travaillons sur tout ce qui est mise en relation avec les syndicats, les associations, des partenaires, des écoles, des entreprises. Voilà. Alors, nous publions une lettre mensuelle tous les mois. Je vous recommande de vous inscrire. Voilà, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Et puis après, si vous avez envie soit d'écrire, soit de partager, soit de prendre un projet avec nous, vous serez évidemment les bienvenus. Et pour finir, je voudrais juste vous souhaiter un beau parcours de carrière, surtout de garder votre passion, votre enthousiasme et aussi les valeurs que l'école a portées et que vous avez acquises, en gardant toujours, et on parlait beaucoup là de dérives, etc., l'éthique qui nous a été enseignée et accepter peut-être parfois de faire des compromis, parce que la vie, on est obligé dans la vie de faire des compromis, mais jamais de compromission. En tout cas, je pense que c'est vraiment le rôle des psychologues. Je vous remercie. Alors, c'est à noter que du coup, vous êtes alumni à vie, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de payer de cotisation, vous pourrez participer, parce qu'elle a oublié d'en parler, mais les after-work, EPP, enfin, dès que le contexte sanitaire le permettra. Et aussi, il faut vous inscrire sur le groupe Facebook et les groupes LinkedIn, qui vous permettra du coup d'être en relation avec tous les anciens. Alors maintenant, c'est l'heure de la récompense pour les majors de promotion. Alors la première n'est pas là. En l'occurrence, il s'agit de la spécialité enfance et adolescents. Et donc, la major, il s'agit de Astrid Pion, qui n'est pas là, mais qui nous a laissé un discours qui sera lu par la numéro 2. Donc, c'est presque pareil que la numéro 1. Et il s'agit de Céline Bonnet. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, Astrid Pion est la majeure de promo, mais elle n'a pas pu se libérer ce soir. Elle en est navrée, mais sa nouvelle vie en province et son poste de psychologue à l'Éducation nationale ont décidé de la retenir ce soir. Mais c'est malgré tout avec une grande joie et une immense fierté qu'elle est avec nous en pensée. Et c'est donc à moi qu'incombe la lourde tâche de vous faire ce discours, qui sera effectivement moins élaboré que les discours précédents, et j'espère qu'il vous plaira quand même. On a décidé de le coécrire avec Astrid. Et on voudrait commencer par le jour où on a appris qu'on était admise dans cette école. Je pense que c'était un jour de joie pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, bien, 5 années se sont écoulées. On a effectivement passé 5 belles années d'apprentissage à nous questionner sur le genre de psychologue que nous souhaitions devenir. Et on a admiré de nombreux enseignants pour leur parcours, leur savoir, leur façon d'être. Je pense qu'on a tous un enseignant en tête. J'aimerais bien citer Madame Soumet-Lemans. Merci. Monsieur Gauvin. Ouais, forcément. Madame Malivoire. Madame Cognier. Madame Sanchez. Et évidemment d'autres que je ne pourrais pas citer. Voilà, ouais, merci. Tous ces professeurs qui sont des sources d'inspiration pour notre futur parcours
Et évidemment, de nombreux événements ont parcouru ces 5 années, des événements qui sont inoubliables, comme les apéros, les galas, organisés par nos fabuleux BDE, et j'aimerais bien faire une mention spéciale au Wonder Psy qui a organisé notre intégration, et évidemment aux agents psy qui ont pris la relève juste après. Je ne pourrais pas parler de mon parcours à Psychoprate sans évoquer l'association de l'EP Pro, voilà, que j'ai rejoint dès le premier jour de mon arrivée à Psychoprate et qui a été présidée ensuite par Clara de Marta, ici présente. Voilà, cette association, elle n'aurait pas été la même sans l'investissement sans égal de Pierre Bonal et Valentine Gorvel au sein des Cinépsy, sans celle de Delphine Sabot pour la bourse aux livres, de Sarah Pinto pour cette magnifique ligne vestimentaire. On a aussi Nicolas Théron, Madeleine et beaucoup d'autres aussi. Voilà, je pense également qu'on peut remercier toutes les autres associations d'école qui sont le Bureau des Arts, Psy Insight, Colibri, ONTAPA et toutes les autres. Donc, nous tenions également à remercier toutes ces personnes qui font de l'école un lieu où on se sent soutenu et écouté, notamment Madame Sandra Petit-Demange, Madame Sellor et Monsieur Firmeau, Madame Plantade et Madame Ponce, et avec une mention spéciale pour Monsieur Le Roellec qui nous a beaucoup soutenus pour les statistiques durant ces 4 années. Alors évidemment, ces 2 dernières années, elles ont été particulières. Elles nous ont obligés à nous adapter et à quitter l'école un peu plus tôt que prévu. Elles nous ont à la fois éloignés et rapprochés en raison de circonstances difficiles, mais de situations un peu inédites, comme les personnes qui oubliaient de couper leur micro durant les cours, comme les longues recherches de liens Zoom dans nos nombreux mails qu'on nous envoyait chaque semaine, comme les changements de liens Zoom parce que on ne peut pas rester plus de 20 minutes, donc il va falloir recliquer sur le lien. Big Blue Button, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose aussi. Donc, et durant ces 2 dernières années, nous aimerions aussi remercier les délégués qui ont donné beaucoup de leur temps personnel pour nous représenter. Et nous pensons tout particulièrement à Safia Mansour, qui a été la déléguée de cette promotion durant ces 5 années. Donc Astrid Pion tenait tout particulièrement à remercier sa famille, son conjoint Pierre, mais aussi ses amis, dont certains sont présents ce soir, Alban Arnaud, Ludovica, Angèle Saudin, Émilie Jeunet, Clara de Marta et bien d'autres. Aujourd'hui, nous exerçons un métier qui nous plaît et dans lequel nous nous épanouissons. Nous éprouvons beaucoup de gratitude envers cet établissement, cette promotion, mais aussi nos familles. Et c'est grâce à vous tous que nous recevons aujourd'hui notre diplôme avec fierté. Merci à tous. Attendez. Du coup, elle n'est pas venue, donc c'est vous qui avez... Merci. Donc j'ai passé la parole à la majeure de la promo justice, Valentine Risser. Bonsoir. Il était près de minuit hier et j'avais fini d'écrire ces longues phrases que je voulais dérouler devant vous aujourd'hui. Des phrases où j'avais invité Freud, Jung, Rogers, Winnicott et tous ces théoriciens de la psychologie à me tenir compagnie. Parce que cela fait sérieux devant une telle assemblée, n'est-ce pas? Et puis, je me suis dit que d'autres allaient convoquer ces personnages et que ces quelques instants pouvaient raconter autre chose, quelque chose de plus personnel. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'autre chose. J'aimerais vous parler de Pizza Pino,
Oui, le restaurant. Les premières années à Psychoprate, on y allait souvent avec les filles. Surtout parce que la pizza entière était à 9 €, boisson comprise. Cela peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. Parce que ce fut là le théâtre des amitiés naissantes avec ce club des 6. Ce club de 6 étudiantes en psychologie qui ne se connaissaient pas et qui finiraient par s'aventurer ensemble jusqu'au Sri Lanka, à monter en pleine nuit des marches pendant 4 ou 5 heures, suivant la procession de moines tibétains. Il y eut beaucoup d'autres moments avec elles aussi, loin de la brume asiatique cette fois. Les vacances à Prague, à Marseille, puis en Corse, les conversations des heures durant à discuter de ces choses existentielles qui ne se racontent pas, sans doute parce qu'elles sont trop attachées au moment. Margot, Alice, Alizée, Marie et Charline, vous êtes merveilleuses. J'ai également une pensée pour Alban et Margot, sans qui cette dernière année d'études n'aurait pas eu la même saveur. Pour un tel discours, il faut réfléchir à de grandes idées sur la psychologie. Mais ce qui me vient d'abord à l'esprit, ce sont ces petites scènes, parfois cocasses, parfois touchantes, que je n'aurais pas vécues si je n'avais pas été amenée à suivre cette voie qui est la mienne aujourd'hui. Je repense à cette professeure qui revenait en classe sur une patiente entrée dans son cabinet en demandant à recharger son téléphone. Choquée, elle s'était servie de cet exemple pour nous enseigner l'importance du cadre. Il y a, dans le corps professoral, des personnages. Et cette dernière l'était par son franc-parler dont certains d'entre vous se souviennent encore. Je repense aussi à cette professeure de psychologie existentielle qui nous avait permis de travailler notre présence à l'autre, en nous faisant écouter des morceaux de musique classique auxquels elle nous avait invités à imaginer le patient qu'il pouvait représenter. C'est elle aussi, opposée à une lecture déterministe du monde, qui nous avait appris à s'aimer et prendre soin de l'autre en prenant soin de nous-mêmes. Je repense aussi à cette psychologue pour enfants contactée via LinkedIn et rencontrée dans un restaurant de Téhéran, en Iran, avec sa fille en train de colorier des dessins. Ce métier est un métier de rencontre et elles peuvent parfois avoir lieu à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Je repense aussi à cette grève du métro qui m'a conduit à faire de la trottinette électrique pendant 45 minutes sous la neige pour pas venir à passer ce partiel de TAT. Je repense à tous ces litres de soda sans bulle avalés pour tenir et boucler ce mémoire. Je repense à ce mot envoyé à une ancienne étudiante de l'école qui était en stage dans un centre de détention près de Paris. Ce mot qui m'a permis de prendre sa suite, là-bas, et qui fut le point de départ de ce qui m'anime aujourd'hui. Ce milieu carcéral que j'ai choisi pour être à l'écoute des souffrances invisibles. L'incarcération provoquant souvent un bouleversement des sens qui ravive les blessures de l'enfance. Ce qui m'a poussée à exercer dans cet environnement si singulier est l'intérêt que je porte à l'articulation entre le soin psychique et la répression. La prison peut-elle constituer un lieu propice à l'émergence de la parole, alors qu'elle semble avoir fait défaut ? Ma réussite, à tous, je vous la dois. Avant tout à Cécile, ma mère, solaire et lumineuse, qui a éclairé et dirigé mes premières impressions sur le monde. Avec toi, maman, le monde est magnifique. À Michel, mon père, qui m'a permis l'ouverture au monde. S'il existe un attachement sécure, c'est bien celui-ci. À ma grande sœur et mon grand frère pour m'avoir protégée. À cette école, à ses enseignants d'un grand professionnalisme. À l'amitié sans faille de mes amis. Et bien sûr, une pensée tout affectueuse à mon compagnon, Ézéchiel, dont la présence a été absolue et le soutien sans commune mesure. Je ne peux pas conclure sans une citation. Elle n'est ni de Freud ni de Jung, mais d'un professeur. Il y a ce qui se passe à l'école qui est important, et puis il y a ce qui se passe à l'extérieur qui est encore plus important. Bonne soirée à tous. Pour la filière vulnérabilité, j'appelle Audrey Gervais.
difficile de passer après ça, Valentine. Tu m'as fait lâcher une larme. Bonsoir à toutes et à tous. Celles et ceux qui me connaissent savent que m'exprimer en public n'a jamais été un de mes points forts. Et malgré tout, c'est avec plaisir que je me tiens devant vous. Tout d'abord, félicitations à toutes et à tous d'être parvenus jusqu'ici, la ligne d'arrivée de nos études. Chacun et chacune d'entre nous a vécu ces années à sa manière, avec ses propres obstacles, ses propres réussites. Il est important, à mon sens, de prendre ce temps de contemplation, de regarder d'où nous venions et tout ce que nous avons accompli jusqu'ici. Je ne peux maintenant que parler à titre personnel, mais j'ose imaginer que beaucoup d'entre nous ont traversé des épisodes similaires. Des moments de découragement, d'hésitation, beaucoup de remises en question, de la frustration, des ruptures, de la déception, de l'angoisse, mais aussi et surtout de la passion, de l'envie, de la détermination, des victoires, des rencontres formidables avec des gens passionnés. Ces 5 années m'ont permis d'expérimenter, d'essayer, de réessayer, de trouver ma voie professionnelle. J'ai aussi appris à prendre des risques, comme partir en Erasmus en dernière année, en plein milieu de pandémie, dans un pays dont je ne parlais absolument pas la langue. Parce que c'était un projet qui me tenait à cœur, que j'avais essuyé un refus l'année précédente, et qu'il me démangeait de répondre à ce besoin d'aller voir plus loin. Alors j'ai découvert la Slovénie, un pays de petite taille avec des habitants au grand cœur. J'y ai côtoyé les psychologues slovènes de demain et apercevoir une conception différente de la psychologie. Ce semestre à l'étranger s'est révélé salvateur pour moi et a marqué une période charnière dans mes études. J'y ai pris le temps de reconsidérer mes attentes, mes souhaits pour l'avenir et de m'aligner avec moi-même. À mon retour en France, je vous ai retrouvés, mais pas vraiment, parce que les cours à distance étaient devenus une réalité pour notre bien et surtout celui des personnes vulnérables. Il a donc fallu puiser dans nos ressources pour nous adapter face au changement, faire face à l'isolement dans cette période si cruciale pour nous et être présent pour nos patients. La pandémie a fragilisé bien des liens, elle a mis à l'épreuve l'être humain dans sa composante sociale. Jeune psychologue, cela fait 2 ans que nous sommes déjà témoins des conséquences et de la souffrance qu'elle a engendrée. Je représente aujourd'hui la spécialité vulnérabilité et je découvre un nouveau sens à ce terme chaque jour. La vulnérabilité, c'est une plus grande sensibilité à l'adversité. Ce sont aussi les enfants et adolescents en développement, en construction identitaire. Et ce sont aussi, dans un sens, tous les patients que nous recevons, qui s'engagent dans une relation thérapeutique et qui nous ouvrent leur monde interne. Notre profession est belle, riche, et elle est maintenant nôtre à protéger. Parce que jeune psychologue, je réitère mes propos d'il y a 5 ans, j'ai foi en l'avenir, en notre génération, pour faire avancer les combats et porter nos revendications. Aujourd'hui déjà, la santé mentale est de plus en plus prise en considération, parfois maladroitement ou politisée. La tendance va au bien-être psychique, et c'est notre devoir en tant que psychologue de ne laisser aucun oublié et de défendre notre éthique. Nous avons choisi une profession dans laquelle nous ne cesserons jamais d'apprendre. On me l'a dit lorsque je me suis lancée dans ce cursus, et j'en suis persuadée un peu plus chaque jour. Parce que notre métier est profondément humain, et que par conséquent, chaque rencontre, chaque suivi, chaque patient est empli de nouveautés, de mystères et de beauté. On nous répète que les études sont les plus belles années. Cette phrase devrait être d'autant plus vraie lorsque ce sont des études de psychologie, car celles-ci s'articulent autour de l'amour de l'autre. J'ai également rencontré des personnes qui m'ont marquée à vie, avec lesquelles je peux parler et écouter des heures, autant fascinées les unes les autres par la psyché humaine. Ces années d'études sont passées vite, les cours et les partiels s'entremêlant au moment de convivialité et de soutien. Je garde en souvenir notamment des exercices en binôme, en première année, lorsqu'il a fallu s'imaginer arbre, ou encore en 4e année, quand il a fallu poser à l'écrit nos questionnements existentiels liés au confinement, ou en psychologie positive, lorsque nous devions complimenter l'autre sincèrement. Ce type d'exercice, en plus de préparer à accompagner un patient, nous a rapprochés, nous. Mais aussi belles ont été ces années, je suis persuadée que de merveilleux moments et de grandes victoires nous attendent encore. On nous a enseigné les bienfaits de la gratitude, aussi laissez-moi vous exprimer la mienne. À tous les professeurs qui nous ont partagé leurs pratiques avec passion, l'équipe de l'EPP qui nous a enveloppés de bienveillance, à tous mes tuteurs et tutrices de stage qui m'ont fait confiance et qui m'ont tant appris, à tous mes camarades qui ont créé un environnement d'entraide, à toutes les personnes qui n'auront jamais ce message, mais qui ont marqué mon parcours par leur histoire, à tous mes proches, parents, amis, de Paris et d'ailleurs, qui m'ont toujours soutenue de toute façon possible. Je vous dis merci.
pas repartir le même. Alors, juste une précision, on a à l'heure actuelle quasiment plus de 30% des étudiants qui partent à l'étranger, donc c'est vraiment quelque chose, je pense, qui a vocation à se développer. Avant d'appeler la majeure de la promo RH, un petit mot pour la promo RH. Justement, Madame Baudet n'est pas là ce soir parce qu'elle est positive au Covid. Voilà. Mais elle me passe vos amitiés, vous félicite en tout cas pour votre réussite. Et par ailleurs, juste un petit mot aussi, à partir de septembre 2022, nous avons un double diplôme avec HEC Montréal. Donc, les étudiants qui feront leur 4e année RH chez nous, et leur 5e année après à Montréal, à HEC Montréal, où ils auront un DESS en ressources humaines. C'est des bonnes nouvelles pour la filière RH, mais du coup, on peut applaudir. Je passe la parole à Céline Adam. Chère direction, chers professeurs, chère administration, chers coordinateurs, chers camarades, ou pourrais-je dire maintenant chers collègues, mais aussi chers parents, chers conjoints et chers amis. Et puis, j'ajouterai aussi, bien sûr, chers invités. C'est avec beaucoup de surprise et d'émotion que je vous partage ces mots ce soir. EPP, École de psychologues praticiens. Des mots qui m'étaient encore inconnus il y a 6 ans, puis qui ont résonné comme une évidence à l'instant même où je les ai rencontrés. Je me souviens encore de cette semaine de printemps où tout a basculé. Tout commença le jour du concours d'orthophonie de Nantes. Nous étions assises là, mes amis et moi, à manger notre déjeuner, avant l'ouverture des portes pour ce métier. L'une d'entre nous, qui s'était inscrite dans un cursus de psychologie, nous exposa ses cours cliniques, puis l'existence d'une thématique entreprise. D'une quoi? Oui, psychologie en entreprise. Mais qu'est-ce que je n'avais pas entendu là? Eh oui, papa, c'est toi qui m'as transmis ça. Je rentre chez moi et quelques jours plus tard, je mène mes recherches. Je divague sur un forum au sein duquel on parle de l'école de psychologues praticiens. C'est quoi ça? Je visite leur site, j'appelle maman. Dis-moi... Et si finalement, je ne voulais pas devenir orthophoniste, mais psychologue? Tu te rends compte? Quelle chance! Une école existe et la semaine prochaine, c'est la journée des portes ouvertes. J'ai adoré ta réponse. Allez, on y va. Branle-bas de combat, ni une ni deux, me voilà, et une belle aventure commença. Quelles expériences et quels apprentissages on y fait là? Sur soi, la vie, la psychologie. Le tout fait de rencontres inoubliables, à l'aide d'une direction attentive et à l'écoute, d'une administration disponible et soutenante, de stages engageants, motivants. Je me vois encore animer ce CODIR pour une cohésion d'équipe. Quel plaisir! Et bien sûr, de professeurs passionnés. Je me souviens de mon premier cours de statistique où la professeure disait de moi « Vous voyez, elle, c'est ce que l'on caractériserait en statistique d'atypique. » Et ces cours de psychologie positive qui commençaient en musique, quel bonheur! Ils resteront gravés dans ma mémoire, mais je crois même dans notre mémoire. Et c'est sans oublier notre promo. Alors, je vais les citer parce qu'on était très peu, on était 13. Judith, Laure, Jules, Rita, Marie-Céline,
Margot, Olivier, Laetitia, Anastasia, Nathan, Lucie, Lisa et Maude. Alors, comment la décrire, cette promo Besson RH? Eh bien, voici leurs mots. C'est des soirées, des petits-déj, du Covid dans les chouquettes, merci. C'est beaucoup de bienveillance, des projets de groupe, des gros coups de rush. C'est des investisseurs d'usines en 4x4, ça c'était un de nos cours. C'est des amitiés fortes, du partage. C'est une belle intelligence collective, de la solidarité. C'est une sensibilité aux cours existentiels, petit clin d'œil. C'est une amitié paris-lyonnaise. C'est des rires, du stress, de la bonne humeur. C'est le monologue enchanté. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, de promotion. C'est des discussions tout aussi profondes que légères avec Jung, Freud ou Poliakov. En résumé, c'est surtout un bel esprit de promo. Que de bons souvenirs avec vous. Merci. Et nous voilà à célébrer ensemble notre réussite aujourd'hui. Ce beau diplôme pour lequel nous nous sommes tous tant investis. Je me sens heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Je tourne ma page. Je me sens comblée par l'aboutissement de mon double projet professionnel. Intervenir en entreprise et devenir psychothérapeute. Je me sens emplie de gratitude pour chacun d'entre vous, et aussi plus largement pour tous ceux qui ont croisé mon chemin, bonheurs et tristesses. Car c'est l'imbrication de chacun de ces éléments de ma vie, petits et grands, qui font de moi ce que je suis. Alors, vous l'aurez compris, c'est donc avec beaucoup de gratitude, de bienveillance et de tendresse que je vous partagerai ces derniers mots. Merci. 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 Pour tout ce que vous avez été avec moi et ce que vous m'avez permis de devenir. Alors, on va passer à la remise des diplômes proprement dite. L'idée, c'est que vous allez être appelés par ordre alphabétique. Donc, ça commence à A, ça finit à Z. Globalement, quand vous voyez que c'est à peu près votre nom, si vous pouviez vous mettre soit dans cette rangée-là, soit dans cette rangée-là, vous passez, hop, et vous remontez directement vers les filles du BDE, puisque derrière, vous allez prendre une photo individuelle avec votre diplôme. Voilà. Du coup... Ouais, bah vous mettez devant. On pousse un peu les chaises. Il faut qu'elle donne le diplôme. Il faut peut-être ramener les diplômes au plus près, non ? C'est là, voilà. Bah, il y a 5 ans. Bah, ils étaient 2021, 2016. Hein. Alors, on va commencer par Céline Adam. Alban Arnaud. Alors, Marie Baillez. Laetitia Baousson.
N'hésitez pas à commencer, les B, les C, à vous mettre un peu dans les rangées. Philippine Barbier Saint-Hilaire. Alice Barrault. Margot Bale. Judith Benzakem. Zoé Boisson. Solène Boitel. Pierre Bonal. Céline Bonnet. Sarah Boudet. Colombe Breguet. Nina Brunet. Juliette Bruno. Brieux Camus. Loïc Canzano. Lauriane Charrier. Lucille Clément. Margot Clouet. Caroline Couder. Nathan Danet. Marie-Céline Darras. Elle est là? Non, elle n'est pas là. Alors, Aude d'Aubert de Pierre-Longue. Théo d'Autry. Lorraine de Benoît de la Payonne. Astrid de la Cropte de Chanterac. Jeanne de Noret. Marie de Rosen. Dorothée de Trégomin. Marielle Delhomme. Clara de Marta. Isée Deschanel. Mathilde Devambé. Hugo Didier.
Aurélien Dupasquier. Voilà. Laure Duval. Vanessa Egert. Rita El Hachami. Lucie Esposito. Emmanuel Farah. Thibaut Fèvre. Lou Fouché. Ludwig Fougereux. Juliette Fouquet. Gabriel Fournier-Monjeu. Lucie Gatriot. Émilie Genet. Ludovica Gensou. Audrey Gervais. Emma Girard. Agathe Girin. Valentine Gorvel. Axel Groux de Beaufort. Nicolas Guido. Vincent Guillard. Delphine Guillaumard Taillet. Gaïa Hans. Alors là, je suis mal barré, mais Meia Imnolo Mobarak. Désolé. Fanny Jaboulet. Axel Young-Moreau. Margot Larère. Elle arrive. Ah non, voilà. Margot Lapré-Plateau. La presse Plateau. Lucie Laurent. Juliette Le Poitevin. Attention de ne pas vous casser la figure. Marie Leclerc. Voilà. Mathieu Lemasson. Charline Lemay. Olivier Leroux. Lucas Lovisa. Sophia Mansour. Valentine Maubert. Alban Miosek.
Evan Nersessian. Éléonore Noguez-Gilles. Maxime Orlandi. Oksana Palo. Sophie Fan. Laure Anne Philippe. Laure Anne Philippe. Lucie Phillips. Shannon Pearson. Juliette Pin. Sarah Pinto. Astrid Pion. Maude Potron. Non. Maude. Non. Jules Prévost. Zacharia Tissali. Valentine Risser. Ombline Robin. Cédric Rougevin-Baville. Pascaline Rousseau. Jules Roux. Océane Salin. Marie Sanchez. Angèle Sodin-Guénin. Lara Schilling. Jeanne Sebaouni. Antoine Séguin. Madeleine Sandon. Héloïse Simard. Chloé Soquet Dagoro. Élie Solal. Delphine Zabot-Repère. Margot Tancred. Nicolas Théron. Juliette Thomas. Julien Tricot. Justine Vaudet. Adélaïde Vergne. Astrid Verret. Et enfin, Sarah Zelic.
Alors, on va demander à tous ces jeunes diplômés de venir au milieu pour faire la photo de groupe. Alors, je pense qu'il y a un peu d'embouteillage au niveau du photographe. Mais si vous pouviez demander aux personnes extérieures de venir.